À la une de ce 20h, 24 mai 2014, 24 mai 2023, ce jour marque le 9e anniversaire de l'assassinat du juge Salifou Nebié. 9 ans après, l'administrateur général du bimensuel L'événement, Germain Bichounama, revient sur sa disparition à travers une tribune. Rencontré par une équipe de Trui TV, il déplore dans ce 20h l'absence de justice sur cet assassinat du juge Nebié. Et puis, dans ce journal, il sera question d'un atelier de restitution et de validation des modules et guides de formation des élèves professeurs d'école en mathématiques et en français mis en œuvre par l'UNESCO. La restitution des travaux a eu lieu ce mercredi. On fait également le point dans ce journal. Et enfin, hors de chez nous en Guinée, la liberté de presse est en souffrance. Confrontée à une tentative de musellement, la presse guinéenne a observé une journée presse morte. Les raisons d'une telle latitude à suivre en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Assassiné le 24 mai 2014, le dossier du juge constitutionnel Salifou Nebié peine toujours à être jugé. 9 ans après, l'administrateur général du bimensuel L'événement, Germain Bichounama, à travers une tribune, revient sur cette affaire. Rencontré par une de nos équipes cet après-midi, Germain Bichounama s'exprime sur sa tribune intitulée « L'introuvable justice ». Il dénonce l'absence de justice pour le juge Nebié, malgré les 3 changements de régime intervenus depuis son assassinat en 2014. Chantal Sommet et Abdourahim Yéyen l'ont rencontré pour vous. C'est dans cet espace du quartier Ouaga 2000 que le journaliste Germain Bichounama et le juge constitutionnel Salifou Nebié se sont rencontrés pour la dernière fois. 9 ans après l'assassinat du juge, le souvenir est encore vif dans l'esprit de son ami journaliste. Germain Bichounama nous parle de la dernière soirée passée avec son ami Salifou Nebié. C'est sous ce tapatam que le juge Salifou et moi, nous avons passé la soirée en compagnie d'amis qui étaient venus pour l'anniversaire d'un d'entre eux. Je pense que c'est autour de 14h que nous sommes arrivés ici et nous nous sommes quittés vers 18h, 17h30, 18h. Et je suis rentré juste me reposer parce que je devais écrire mon éditorial, parce que l'événement était en bouclage. Et avant même que je ne me réveille pour entamer l'écriture de l'éditorial, le téléphone a sonné pour m'annoncer que quelque chose est arrivé à mon frère et ami. Le souvenir est aussi douloureux que 9 ans après le décès tragique du juge, la justice est toujours attendue. Pour le directeur de publication du journal L'événement, il est incompréhensible que durant tout ce temps, les autorités judiciaires restent silencieuses sur le dossier. On aurait espéré que, compte tenu du fait que c'est un collègue des juges, ils allaient mettre plus de diligence dans l'instruction de ce dossier. Il est possible que ce soit un dossier corsé, je n'en sais rien, mais nous ne sentons rien bouger. C'est ça le problème. Et d'autant plus même qu'il y a une omerta sur le dossier. Donc c'est avec beaucoup d'amertume. Quand ce 9e anniversaire, je dois constater encore qu'il n'y a rien. Germain Bichounama, à l'occasion du 9e anniversaire de la mort du juge constitutionnel, reste toujours sous le choc et indigné. Il déclare avec certitude que le juge a été assassiné dans un contexte politique de 2014, marqué par le projet de modification de l'article 37 de la Constitution. Il se trouve qu'il y a une crise de régime qui voit les amis d'hier, les amis politiques d'hier, se diviser en 2 camps. Il ne faut pas oublier que le juge Nebié a été placé au Conseil constitutionnel par Blaise Compaoré. On ne place que les hommes de confiance, justement pour garder le temple, comme il est écrit dans la déclaration. Et si on voit que votre fidélité n'est pas
n'est pas vacillante, il est possible que, on vous regarde d'un mauvais œil. Le journaliste Germain Bitiou Nama invite les autorités actuelles, surtout la justice, à mettre tout en œuvre pour élucider la mort du juge constitutionnel Salifou Nebié. Pour lui, la thèse de l'accident n'est pas fondée. Le 24 mai 2014, le corps sans vie du juge constitutionnel a été retrouvé dans la commune de Saponé, à une trentaine de kilomètres de la capitale. Le gouvernement burkinabé a signé ce 23 mai un accord de siège avec l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Cet accord, qui met fin à celui de 2008, est selon le directeur général de l'ASECNA plus actualisé et permettra d'améliorer les conditions de travail des agents de l'ASECNA avec une bonne sécurisation de l'espace aérien burkinabé. Reportage d'Amadou Bourema avec la voix de Simon Wissou. L'accord de siège entre l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, et l'État burkinabé est paraphé ici entre le directeur général de l'ASECNA et la ministre en charge des Affaires étrangères. Le Burkina Faso, à l'instar de 18 autres pays africains, a décidé de confier la gestion de ses aéroports à l'ASECNA. Pour le ministre en charge des Transports, Roland Somda, la signature de ce document vient améliorer les conditions de travail du personnel et l'offre de services de l'ASECNA au Burkina Faso. Le transport aérien, nous le savons, c'est l'un des moyens de transport les plus sûrs, il faut le dire. Et donc nous travaillons à le rendre beaucoup plus accessible au Burkina Faso. Et la signature de ce document vient parfaire davantage les relations contractuelles entre l'ASECNA et notre pays, et qui accorde beaucoup plus de facilité aussi au niveau du personnel pour pouvoir rendre les services de qualité. Cet accord de siège est une actualisation de celui signé en 2008 entre le Burkina Faso et l'ASECNA. Pour le directeur général de l'ASECNA, Moussa Mohamed, ce nouveau document contient des mises à jour très substantielles pour créer toutes les conditions nécessaires à l'exécution de la mission de sécurité de la navigation aérienne. Le Burkina est le 3e pays à avoir signé cet accord de siège parmi les 18 États membres. C'est pour dire qu'au Burkina Faso, les autorités sont très sensibles à ce qui se passe dans les espaces aériens et sont très sensibles à apporter le maximum de sécurité à l'exercice de cette mission majeure pour l'Afrique et pour les États membres. J'ai pu vous assurer que l'espace aérien du Burkina Faso sera désormais excellemment protégé par le personnel de la sécurité. Au cours de cette cérémonie, le directeur général de l'ASECNA a été décoré à titre exceptionnel de la médaille d'officier de l'ordre de l'Étalon. Le Burkinabé Louis Bakinon, nouvellement élu au poste de secrétaire exécutif des autorités africaines et malgaches de l'aviation AMAC, a lui aussi été élevé au grade d'officier de l'ordre de l'Étalon. On parle éducation dans ce journal avec l'atelier de restitution et de validation des modules et des guides de formation des élèves professeurs d'école en mathématiques et en français. C'est un atelier qui s'inscrit dans le cadre du projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel. Ce projet mis en œuvre par l'UNESCO au Burkina Faso depuis 2021 vise à améliorer la gouvernance et la gestion des enseignants. Le compte rendu est signé Maxime Jean-Eudes Bambara avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Après 72 heures de travaux sur les modules et guides révisés en didactique des langues et mathématiques, l'heure est à la restitution. L'objectif est d'avoir des documents de référence en vue d'améliorer la qualité de la formation initiale des professeurs d'école en français et en mathématiques. Cet atelier de restitution et de validation des modules et des guides de formation des élèves professeurs d'école en mathématiques et français s'inscrit dans le cadre du projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel. Il vise à améliorer la gouvernance et la gestion des enseignants dans les pays concernés, selon le directeur général de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation, Edouard Kwama. Nous sommes dans un processus de qualité au niveau du Burkina Faso et l'UNESCO, à travers le projet CALAM, Quality Approach for Learning and Mathematics, nous accompagne dans la revue des programmes d'enseignement
au niveau de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. Et donc ces nouveaux documents vont permettre d'améliorer la formation et d'avoir des extrants, c'est-à-dire des enseignants qui vont sortir avec des compétences qui permettraient justement au Burkina Faso de pouvoir se développer. La formation initiale des enseignants étant l'un des déterminants de la qualité de l'éducation au Burkina Faso, le chef du département de la qualité de l'éducation formelle Seni Ouedraogo, représentant le ministre en charge de l'éducation nationale, invite les acteurs qui utiliseront ces modules à les réinvestir dans les salles de classe pour une meilleure formation des apprenants. La didactique des mathématiques et la didactique des langues ont été retenues dans un premier temps parce que ces deux disciplines sont les vecteurs du développement de l'ensemble du système. Mais cela ne veut pas dire qu'on oublie les autres disciplines, mais on est inscrit dans un principe de progressivité et sûrement qu'on va évoluer avec la contribution de l'UNESCO et d'autres partenaires pour donc aller vers d'autres disciplines. Le projet Améliorer l'enseignement dans la région du Sahel est mis en œuvre par l'UNESCO et financé par l'Union européenne. Au Burkina Faso, il se déploie depuis 2021 à travers ses 3 composantes. La première est relative à l'amélioration de la gouvernance et à la gestion du personnel enseignant. La deuxième composante à l'amélioration de la formation initiale et continue des enseignants. Et la troisième au renforcement des capacités à concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les réformes curriculaires. La situation sécuritaire préoccupe de plus en plus les chercheurs burkinabés inscrits dans ces activités mensuelles. Le laboratoire Genre et Développement de l'Université Joseph Kizerbo a posé le débat ce 23 mai à travers une journée d'études. Placée sous le thème « Le Burkina Faso face à la crise sécuritaire, dynamique sociopolitique, mutation sociale et résistance », cette journée d'études a connu la participation de plusieurs scientifiques et chercheurs. Assami Tiemtori. Cette journée d'études s'inscrit dans les activités mensuelles du laboratoire Genre et Développement. Les débats vont se mener sur la crise sécuritaire avec des interrogations sur la création de la résilience, les conditions de vie des populations. Au sortir de la journée, des solutions sont attendues afin de contribuer à la lutte sécuritaire. Comment la résilience du moins va se créer, comment les populations vivent cette crise, quels sont les fondements de la crise. C'est toutes ces interrogations-là que nous allons avoir. Et ces interrogations sont portées par d'éminents chercheurs de par le monde. Nous avons des enseignants en ligne, nous avons des enseignants en présentiel, nous avons des doctorants et d'autres collègues qui sont là pour se questionner tout au long de la journée sur quel peut être l'apport du sociologue et d'autres disciplines bien sûr sur la résolution de la crise. Donc au sortir de cette journée, nous espérons disposer de solutions endogènes, des solutions qui peuvent être opérationnalisables très tôt et des solutions qui vont nous amener à apporter aussi notre pierre à la lutte que nous avons entamée depuis bien longtemps et à la lutte à laquelle il faut associer toutes les populations. Les résultats de ces réflexions seront mis à la disposition du grand public et des décideurs qui pourront à leur tour les utiliser pour la lutte sécuritaire, selon le professeur Alkassoum Maïga, un des membres les plus anciens du laboratoire. La portée majeure pour nous, c'est de mettre à la consommation du grand public, mais surtout à la consommation des décideurs, les réflexions qui ont été menées dans le cadre du laboratoire, mais aussi des laboratoires partenaires, parce qu'il y a des gens qui viennent d'autres laboratoires, il y en a qui sont en ligne, il y en a qui viennent d'autres universités que celle de Joseph Kizerbo. J'ai vu des enseignants de Thomas Sankara, et donc qui sont là également pour partager leurs réflexions. Et je pense que ça mérite d'être suivi par les plus hautes autorités. Et je dois dire que nous sommes heureux de voir que le directeur de cabinet du président du FASO a un représentant dans cette salle. Donc ça nous renforce dans l'idée que nous avons des solutions, mais nous savons également que nous sommes suivis dans ce que nous faisons et ça nous encourage à aller de l'avant. Le laboratoire Genre et Développement, pour toucher le maximum de personnes, initie quelquefois des sorties terrain sur les sites des personnes déplacées internes qui vivent cette crise pour des échanges.
Célébration des 50 ans d'existence de l'Observateur Palga, les participants au colloque ont bénéficié de plusieurs communications ce mercredi autour du thème central, les médias traditionnels face à l'émergence du numérique, résilience, opportunités et défis, le cas du Burkina Faso. En effet, les participants ont eu droit à une communication du docteur Cyriaque Paré sur les défis et les opportunités des médias traditionnels face à l'éclosion du numérique. Un partage d'expérience a également eu lieu avec l'exemple de la mutation du journal L'Économiste du Faso, Fatimata Ninkiema. La presse écrite et la digitalisation, les défis et les opportunités. C'est autour de cette thématique que le docteur Cyriaque Paré, fondateur du journal en ligne lefaso.net, a axé sa communication. Il y ressort les défis liés à l'identité du journaliste, le modèle économique et la qualité même de l'information face à la montée en puissance du numérique. Avec le web, l'information va très vite et parfois les professionnels de l'information ont tendance à aller au rythme de cette vitesse, au risque de produire des informations, de publier des informations erronées parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire les recoupements nécessaires, parce qu'ils ne prennent pas le temps de recouper et qu'ils veulent parfois concurrencer les amateurs qui sont sur Internet et qui publient des scoops. Le nouveau défi qui s'impose aussi aux médias traditionnels de nos jours, c'est la polyvalence. Selon Dr Paré, tout journaliste aujourd'hui doit être web journaliste. Il faut revoir les curricula de formation des journalistes. C'est ce qui, par exemple, moi m'a amené à créer un institut de formation en communication et journalisme numérique où on est focalisé sur ces nouvelles compétences que les journalistes doivent avoir. Selon lui, tous ces défis font prendre conscience de l'avenir incertain de la presse écrite imprimée. Et si elle veut continuer d'exister encore longtemps, il lui faut relever ces défis. Il y a des prophéties qui avaient annoncé la mort de la presse imprimée en 2010. Aujourd'hui, on est à 2040. La presse imprimée, certes, n'est pas totalement morte, mais ce qu'on constate, c'est de grosses difficultés dans lesquelles sont les entreprises de presse papier qui nécessitent réellement qu'elles se réinventent. On est d'accord qu'il faut qu'elles se réinventent, mais la solution miracle de cette résurrection-là n'est pas encore trouvée, donc il faut continuer la réflexion. Les réflexions continuent, mais il existe déjà des solutions d'adaptation, a indiqué le docteur Cyriaque Paré. La presse écrite peut faire du multimédia, faire de l'interactivité et diversifier ses produits à partir des plateformes numériques. La digitalisation offre donc des perspectives aux médias traditionnels pour se réinventer. Et le directeur de publication de l'Économiste du Faso ne dira pas le contraire. À en croire Abdoulaye Tao, son journal essaie de s'adapter à la nouvelle donne. On est en train de réfléchir aussi aux produits digitaux, le site web, comment l'aménager pour capter les lecteurs qui sont en train de se déplacer progressivement sur le web. Donc on a un projet d'amélioration au niveau de nos réseaux sociaux, de nos sites web et aussi des produits aussi à proposer pour essayer de rayonner aussi sur le web puisqu'on dit que c'est ça l'avenir. Un avenir qui n'est pas facile à atteindre pour un média traditionnel. À en croire Abdoulaye Tao, il se pose aujourd'hui les questions de ressources humaines et financières. Contribution à l'effort de paix, l'université Aube Nouvelle joue sa partition et mobilise un peu plus de 7 millions de francs CFA et 200 tonnes de maïs destinés aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Le don a été remis ce 23 mai au ministre en charge de l'enseignement supérieur en présence de ses collègues de l'action humanitaire et de la sécurité. Le compte-rendu est signé Maxime Jean-Eudes Bambara avec la voix de Wendla Sida Kabori. Un peu plus de 7 millions de francs CFA et 200 tonnes de sacs de maïs, c'est la contribution de l'université Aube Nouvelle à ce qu'il convient d'appeler désormais effort de paix. Un geste rendu possible grâce aux contributions volontaires du personnel de l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou et Bobo Dioulasso, ainsi que grâce à la générosité de son fondateur Isidore Kini. Le don est remis par le premier responsable de l'université au ministre de l'enseignement supérieur, entouré du ministre délégué en charge de la sécurité et de la ministre en charge de l'action humanitaire. Alors, parce que les forces de défense, de sécurité et les VDP, voyez-vous, ont tout abandonné, famille, enfants, pour être au front.
Et ce sacrifice très élevé qu'ils assurent nous interpelle. Tout ce qu'on peut faire pour les soutenir, les encourager, il faut le faire. Les 7 924 999, c'est le total des contributions 1% des salaires du personnel Aube Nouvelle, Ouaga et Bobo. Et dont la mobilisation a été faite de façon volontaire, individuelle, et nous avons collecté pour donc faire ces gestes. Quant aux 200 tonnes, étant moi-même promoteur agricole, bon, j'ai un stock important, je peux prélever un peu pour satisfaire ces besoins, des fois des dépenses de sécurité et des VDP. Tout en saluant les efforts de l'université Aube Nouvelle, le ministre délégué en charge de la sécurité, Mahamadou Sana, a indiqué que ce geste répond à l'appel du chef de l'État à soutenir l'effort de paix. Un message de remerciement. Le message de remerciement parce que Aube Nouvelle a répondu à l'appel du chef de l'État à ce que tout le monde puisse contribuer à l'effort de paix. Comme je le disais tout à l'heure, désormais nous parlerons d'effort de paix. Et c'est une situation où tous les acteurs, que ce soit les jeunes, les femmes, et les populations civiles, FDS, tout le monde doit contribuer d'une manière ou d'une autre. Et ce soir, Aube Nouvelle vient de poser cet acte de réponse à l'appel de l'effort de paix. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a quant à lui invité les autres universités, structures publiques et privées à emboîter le pas à l'université Aube Nouvelle et faire montre de solidarité aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. En sport, pour le compte de la 30e et dernière journée du championnat national, l'étoile finale de Ouagadougou consolide son maintien en Ligue 1 grâce à une victoire sur le Real du Faso, déjà relégué en Ligue 2. Elle s'impose par le score d'1-0 au stade Issoufou Joseph Konombo et améliore du même coup son rang au classement général en prenant la 10e place avec 36 points. Les Stélites ont encore un dernier match à jouer, la finale de la Coupe du Faso, et ce sera dimanche prochain contre Salitas pour clore la saison. À sa 8e tournée. L'étoile filante de Ouagadougou termine le championnat national de belle manière. Face au Real du Faso, déjà relégué en Ligue 2, les Célistes gèrent bien la rencontre. Landry Banadi sur cette frappe ouvre déjà les hostilités au début de la rencontre. Le Real sur cette incursion met le danger, mais personne à la récupération. Les faux continuent de pousser, mais les tentatives sont enrayées par la défense du Real du Faso. Et c'est sur ce travail magnifique depuis le milieu du terrain que les faux transpercent la muraille défensive du Real. Grâce à cette tête de Aziz Kemde, la reine des stades prend l'avantage à la 79e minute. La toute dernière occasion sera pour les faux également, mais le portier s'interpose. Une belle victoire des Bleus Blancs pour clore le championnat. Notre objectif c'était de terminer en beauté et on savait si on arrivait à prendre 3 points ce soir, on allait remonter rapidement dans le classement, au moins avoir une place honorable. Donc ce soir c'était ça l'objectif, puisque le maintien était déjà assuré. Peut-être le maintien, mais pas la Coupe du Faso. Bon, puisque quand j'étais venu, l'objectif d'abord c'était arriver à maintenir cette équipe. Et je pense que quand je suis venu, quand j'ai vu les garçons, je les ai vus, j'ai vu qu'il y avait de la qualité. Il suffisait seulement d'ajouter un petit sel pour pouvoir les motiver à travailler plus. Sinon, je pense que l'objectif c'était la montée et le maintien. Et j'y croyais, c'est pourquoi j'ai accepté le challenge. Du côté du Real du Faso, on se remobilise pour rebondir en Ligue 1 le plus vite possible. On a produit comme jeu, en tout cas, on méritait quand même d'être parmi les 14. Toutes nos excuses pour cet incident technique et on poursuit ce journal hors de chez nous en Guinée. La liberté de presse est en souffrance. L'accès à plusieurs médias indépendants et au réseau est très perturbé depuis le 17 mai dernier. La presse guinéenne est confrontée à une tentative de musellement. Plusieurs émissions ont été interrompues et des sites d'information censurés. Conséquence, la presse guinéenne a observé une journée presse morte.
Silence radio et écran noir, les médias privés et les sites d'information en Guinée ont initié mardi une journée de boycott de l'information. Ils entendaient ainsi protester contre les restrictions imposées par l'État à la presse. Les autorités auraient brouillé les fréquences de certaines radios et restreint la navigation Internet. L'information est disponible, comme vous le voyez, de 5 heures jusqu'à maintenant. Maintenant que je change avec vous là, il n'y a aucune radio qui émet, en tout cas en bande FM. Et donc les télés, c'est 100%, sauf la RTG, la télévision nationale. Et elle aussi, une télé, c'est les programmes. Les programmes sont à l'arrêt, c'est seulement la musique qui passe. Donc pour nous, c'est une satisfaction. Les associations de la presse guinéenne dénoncent aussi la saisie la semaine passée des émetteurs de 2 radios du groupe de presse Afrique Vision. Le public dit avoir été privé mardi de son droit à l'information. Je pense que c'est pas bon pour nous, la population. C'est pas bon non plus pour l'État, vu que les médias, les journalistes sont nos sources d'information. Et malgré l'abondance des réseaux sociaux, et même cela aussi est bloqué actuellement, on se débrouille afin d'écouter les radios et les télés pour mieux s'informer. Parce que une personne ou une société mal informée, c'est un danger pour la société. Après cette journée de la colère, le gouvernement guinéen appelle au dialogue avec les associations et les syndicats des médias. Et on s'arrête ici pour cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.